Voyage et aventure du capitaine Hatteras. Première partie, les Anglais au pôle Nord. Le Forward. Demain, à la marée descendante, le brick, le Forward, capitaine K.Z., second Richard Shandon, partira de New Prince Dock pour une destination inconnue. Voilà ce que l'on avait pu lire dans le Liverpool Herald du 5 avril 1860. Le départ d'un brick est un événement de peu d'importance pour le port le plus commerçant de l'Angleterre. Qui s'en apercevrait, au milieu des navires de tout tonnage et de toute nationalité, que 2 lieues de bassin à flot ont de la peine à contenir? Cependant, le 6 avril, dès le matin, une foule considérable couvrait les quais de New Prince Dock. L'innombrable corporation des marins de la ville semblait s'y être donné rendez-vous. Les ouvriers des wharfs environnants avaient abandonné leurs travaux, les négociants leurs sombres comptoirs, les marchands leurs magasins déserts. Les omnibus multicolores qui longent le mur extérieur des bassins déversaient à chaque minute leur cargaison de curieux. La ville ne paraissait plus avoir qu'une seule préoccupation, assister au départ du Forward. Le Forward était un brick de 170 tonneaux, muni d'une hélice et d'une machine à vapeur de la force de 120 chevaux. On l'eût volontiers confondu avec les autres bricks du port, mais s'il n'offrait rien d'extraordinaire aux yeux du public, les connaisseurs remarquaient en lui certaines particularités auxquelles un marin ne pouvait se méprendre. Aussi, à bord du Nautilus, ancré non loin, un groupe de matelots se livrait-il à 1000 conjectures sur la destination du Forward. Que penser, disait l'un, de cette mâture? Il n'est pas d'usage, pourtant, que les navires à vapeur soient si largement voilés. Il faut, répondit un quartier-maître à large figure rouge, il faut que ce bâtiment-là compte plus sur ses mâts que sur sa machine. Et s'il a donné un tel développement à ses hautes voiles, c'est sans doute parce que les basses seront souvent masquées. Ainsi donc, ce n'est pas douteux pour moi, le Forward est destiné aux mers arctiques ou antarctiques, là où les montagnes de glace arrêtent le vent plus qu'il ne convient à un brave et solide navire. Vous devez avoir raison, maître Cornhill, reprit un troisième matelot. Avez-vous remarqué aussi cette étrave qui tombe droit à la mer? Ajoute, dit maître Cornhill, qu'elle est revêtue d'un tranchant d'acier fondu, affilé comme un rasoir, et capable de couper un 3 ponts en 2 si le Forward lancé à toute vitesse l'abordait par de travers. Bien sûr, répondit un pilote de la Mersey, car ce brick-là file joliment ses 14 nœuds à l'heure avec son hélice. C'était merveille de le voir fendre le courant quand il a fait ses essais. Croyez-moi, c'est un fin marcheur. Et à la voile, il n'est guère embarrassé non plus, reprit maître Cornhill. Il va droit dans le vent et gouverne à la main. Voyez-vous, ce bateau-là va tâter des mers polaires où je ne m'appelle pas de mon nom. Et tenez, encore un détail, avez-vous remarqué la large jaumière par laquelle passe la tête de son gouvernail? C'est ma foi vrai, répondirent les interlocuteurs de maître Cornhill. Mais qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve, mes garçons, riposta le maître avec une dédaigneuse satisfaction, que vous ne savez ni voir ni réfléchir. Cela prouve qu'on a voulu donner du jeu à la tête de ce gouvernail, afin qu'il pût être facilement placé ou déplacé. Or, ignorez-vous qu'au début des glaces, au milieu de la neige, c'est une manœuvre qui se reproduit souvent? Parfaitement raisonné, répondirent les matelots du Nautilus. Et d'ailleurs, reprit l'un d'eux, le chargement de ce brick confirme l'opinion de maître Cornhill. Je le tiens de Clifton, qui s'est bravement embarqué. Le Forward emporte des vivres pour 5 ou 6 ans, et du charbon en conséquence. Charbon et vivres, c'est là toute sa cargaison, avec une pacotille de vêtements de laine et de peau de phoque. Eh bien, fit maître Cornhill, il n'y a plus à en douter. Mais enfin, l'ami, puisque tu connais Clifton, Clifton ne t'a-t-il rien dit de sa destination? Il n'a rien pu me dire, il l'ignore, l'équipage est engagé comme cela. Où va-t-il? Il ne le saura guère que lorsqu'il y sera arrivé. Et encore, répondit un incrédule, s'ils vont au diable, comme cela m'en a tout l'air. Mais aussi quelle paye, reprit l'ami de Clifton en s'animant, quelle haute paye, 5 fois plus forte que la paye habituelle. Ah, sans cela, Richard Shandon n'aurait trouvé personne pour s'engager dans des circonstances pareilles. Un bâtiment de forme étrange qui va on ne sait où et qui n'a pas l'air de vouloir beaucoup revenir. Pour mon compte, cela ne m'aurait guère convenu. Convenu ou non, l'ami, répliqua le maître Cornhill, tu n'aurais jamais pu faire partie de l'équipage du Forward. Et pourquoi cela?
Parce que tu n'es pas dans les conditions requises. Je me suis laissé dire que les gens mariés en étaient exclus. Or, tu es dans la grande catégorie. Donc, tu n'as pas besoin de faire la petite bouche, ce qui, de ta part d'ailleurs, serait un véritable tour de force. Le matelot, ainsi interpellé, se prit à rire avec ses camarades, montrant ainsi combien la plaisanterie de maître Cornhill était juste. Il n'y a pas jusqu'au nom de ce bâtiment, reprit Cornhill, satisfait de lui-même, qui ne soit terriblement audacieux. Le Forward. Forward jusqu'où? Sans compter qu'on ne connaît pas son capitaine, à ce brick-là. Mais si, on le connaît, répondit un jeune matelot de figure assez naïve. Comment? On le connaît? Sans doute. Petit, fit Cornhill. En es-tu à croire que Shandon soit le capitaine du Forward? Mais, répliqua le jeune marin, sache donc que Shandon est le commandeur, pas autre chose. C'est un brave et hardi marin, un baleinier qui a fait ses preuves, un solide compère, digne de tout, en tout de commander. Mais enfin, il ne commande pas. Il n'est pas plus capitaine que toi et moi, sauf mon respect. Et quant à celui qui sera maître après Dieu à bord, il ne le connaît pas davantage. Lorsque le moment sera venu, le vrai capitaine apparaîtra, on ne sait comment, de on ne sait où, car Richard Shandon n'a pas dit et n'a pas eu la permission de dire vers quel point du globe il dirigeait son bâtiment. Cependant, maître Cornhill, reprit le jeune marin, je vous assure qu'il y a eu quelqu'un de présenté à bord, quelqu'un annoncé dans la lettre où la place de second était offerte à monsieur Shandon. Comment? Riposta Cornhill en fronçant les sourcils. Tu vas me soutenir que le Forward a un capitaine à bord? Mais oui, maître Cornhill. Tu me dis cela à moi? Sans doute, puisque je le tiens de Johnson, le maître d'équipage. De maître Johnson? Sans doute, il me l'a dit lui-même. Il te l'a dit, Johnson? Non seulement il m'a dit la chose, mais il m'a montré le capitaine. Il te l'a montré, répliqua Cornhill stupéfait. Il me l'a montré. Et tu l'as vu? Vu de mes propres yeux. Et qui est-ce? C'est un chien. Un chien? Un chien. Un chien à quatre pattes? Oui. La stupéfaction fut grande parmi les marins du Nautilus. En toute autre circonstance, ils eurent éclaté de rire. Un chien, capitaine d'un brick de 170 tonneaux, il y avait de là de quoi étouffer. Mais, ma foi, le Forward était un bâtiment si extraordinaire qu'il fallait y regarder à deux fois avant de rire, avant de nier. D'ailleurs, maître Cornhill lui-même ne riait pas. Et c'est Johnson qui t'a montré ce capitaine d'un genre si nouveau, ce chien, reprit-il en s'adressant au jeune matelot. Et tu l'as vu, comme je vous vois, sauf votre respect. Eh bien, qu'en pensez-vous? Demandèrent les matelots à maître Cornhill. Je ne pense rien, répondit brusquement ce dernier. Je ne pense rien, sinon que le Forward est un vaisseau du diable ou de fou à mettre en belle halte. Les matelots continuèrent à regarder silencieusement le Forward, dont les préparatifs de départ touchaient à leur fin. Pas un ne se rencontra parmi eux à prétendre que le maître d'équipage Johnson se fût moqué du jeune marin. Cette histoire de chien avait déjà fait son chemin dans la ville, et parmi la foule des curieux, plus d'un cherchait des yeux ce Captain Dog, qui n'était pas éloigné de croire un animal surnaturel. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, le Forward attirait l'attention publique. Ce qu'il y avait d'un peu extraordinaire dans sa construction, le mystère qui l'enveloppait, l'incognito gardé par son capitaine, la façon dont Richard Shandon reçut la proposition de diriger son armement, le choix apporté à la composition de l'équipage, cette destination inconnue, à peine soupçonnée de quelques-uns, tout contribuait à donner à ce brick une allure plus qu'étrange. Pour un penseur, un rêveur, un philosophe, au surplus, rien d'émouvant comme un bâtiment en partance. L'imagination le suit volontiers dans ses luttes avec la mer, dans ses combats livrés au vent, dans cette course aventureuse qui ne finit pas toujours au port, et pour peu qu'un incident inaccoutumé se produise, le navire se présente sous une forme fantastique, même aux esprits rebelles en matière de fantaisie. Ainsi, du Forward. Et si, le commun des mortels des spectateurs ne put faire les savantes remarques de maître Cornhill, les on-dit accumulés pendant 3 mois suffirent à défrayer les conversations liverpooliennes. Le brick avait été mis en chantier à Brickhead, véritable faubourg de la ville, situé sur la rive gauche de la Mersey, et mis en communication avec le port par le va-et-vient incessant de barques à vapeur. Le constructeur, Scott & Co., l'un des plus habiles de l'Angleterre, avait reçu de Richard Shandon un devis et un plan détaillé où le tonnage, les dimensions, le gabarit du brick étaient donnés avec le plus grand soin. On devinait dans ce projet la perspicacité d'un marin consommé.
Shandon, ayant des fonds considérables à sa disposition, les travaux commencèrent et, suivant la recommandation du propriétaire inconnu, on alla rapidement. Le brick fut construit avec une solidité à toute épreuve. Il était évidemment appelé à résister à d'énormes pressions, car sa membrure en bois de teck, sorte de chêne des Indes, remarquable par son extrême dureté, fut en outre reliée par de fortes armatures de fer. On se demandait même, dans le monde des marins, pourquoi la coque d'un navire établi dans ces conditions de résistance n'était pas faite de tôle, comme celle des autres bâtiments à vapeur. À cela, on répondait que l'ingénieur mystérieux avait ses raisons pour agir ainsi. Peu à peu, le brick prit la figure sur le chantier, et ses qualités de force et de finesse frappèrent les connaisseurs. Ainsi que l'avaient remarqué les matelots du Nautilus, son étrave faisait un angle droit avec la quille. Elle était revêtue non d'un éperon, mais d'un tranchant d'acier fondu dans les ateliers de R. Hawthorne de Newcastle. Cette proue de métal resplendissante au soleil donnait un air particulier au brick, bien qu'il n'eût rien d'absolument militaire. Cependant, un canon du calibre 16 fut installé sur le gaillard d'avant. Monté sur pivot, il pouvait être facilement pointé dans toutes les directions. Il faut ajouter qu'il en était du canon comme de l'étrave. Ils avaient beau faire tous les deux, ils n'avaient rien de positivement guerrier. Mais si le brick n'était pas un navire de guerre, ni un bâtiment de commerce, ni un yacht de plaisance, car on ne fait pas des promenades avec 6 ans de provisions dans sa cale, qu'était-ce donc? Un navire destiné à la recherche de l'Erebus et du Terror de Sir John Franklin? Pas davantage, car en 1859, l'année précédente, le commandant McClintock était revenu des mers arctiques, rapportant la preuve certaine de la perte de cette malheureuse expédition. Le Forward voulait-il donc tenter encore le fameux passage du Nord-Ouest? À quoi bon? Le capitaine McClure l'avait trouvé en 1853, et son lieutenant Cressel eut le premier l'honneur de contourner le continent américain du détroit de Bering au détroit de Davis. Il était pourtant certain, indubitable pour des esprits compétents, que le Forward se préparait à affronter la région des glaces. Allait-il pousser vers le pôle sud, plus loin que le baleinier Weddell, plus avant que le capitaine James Ross? Mais à quoi bon et dans quel but? On le voit, bien que le champ des conjectures fût extrêmement restreint, l'imagination trouvait encore moyen de s'y égarer. Le lendemain du jour où le brick fut mis à flot, sa machine lui arriva, expédiée des ateliers de R. Hawthorne de Newcastle. Cette machine, de la force de 120 chevaux, à cylindres oscillants, tenait peu de place. Sa force était considérable pour un navire de 170 tonneaux, largement voilé d'ailleurs, et qui jouissait d'une marche remarquable. Ses essais ne laissèrent aucun doute à cet égard, et même le maître d'équipage Johnson avait cru convenable d'exprimer de la sorte son opinion à l'ami de Clifton. Lorsque le Forward se sert en même temps de ses voiles et de son hélice, c'est à la voile qu'il arrive le plus vite. L'ami de Clifton n'avait rien compris à cette proposition, mais il croyait tout possible de la part d'un navire commandé par un chien en personne. Après l'installation de la machine à bord, commença l'arrimage des provisionnements. Et ce ne fut pas peu de chose, car le navire emportait pour 6 ans de vivres. Ceux-ci constituaient en viande salée et séchée, en poissons fumés, en biscuits et en farine. Des montagnes de café et de thé furent précipitées dans les soutes en avalanches énormes. Richard Shandon présidait à l'aménagement de cette précieuse cargaison, en homme qui s'y entend. Tout cela se trouvait casé, étiqueté, numéroté avec un ordre parfait. On embarqua également une très grande provision de cette préparation indienne, nommée pemmican, et qui renferme sous un petit volume beaucoup d'éléments nutritifs. Cette nature de vivre ne laissait aucun doute sur la longueur de la croisière, mais un esprit observateur comprenait de prime saut que le Forward allait naviguer dans les mers polaires à la vue des barils de lime juice, les pastilles de chaux et des paquets de moutarde, de graines d'oseille et de coléaria, en un mot, à l'abondance de ces puissants antiscorbutiques dont l'influence est si nécessaire dans les navigations australes ou boréales. Chandon avait sans doute reçu avis de soigner particulièrement cette partie de la cargaison, car il s'en préoccupa fort, non moins que de la pharmacie de voyage. Si les armes ne furent pas nombreuses à bord, ce qui pouvait rassurer les esprits timides, la soute aux poudres regorgeait, détail de nature à effrayer. L'unique canon du gaillard d'avant ne pouvait avoir la prétention d'absorber cet approvisionnement. Cela donnait à penser.
Il y avait également des scies gigantesques et des engins puissants, tels que leviers, masses de plomb, scies à main, haches énormes, etc., sans compter une recommandable quantité de Basling cylinders, dont l'explosion eût suffi à faire sauter la douane de Liverpool. Tout cela était étrange, sinon effrayant, sans parler des fusées, signaux, artifices et fanaux de 1000 espèces. Les nombreux spectateurs des quais de New Prince Dock admiraient encore une longue baleinière en acajou, une pirogue de fer blanc recouverte de gutta percha, et un certain nombre de halkett boats, sortes de manteaux en caoutchouc que l'on pouvait transformer en canots en soufflant dans leur doublure. Chacun se sentait de plus en plus intrigué et même ému, car avec la marée descendante, le Forward allait bientôt partir pour sa mystérieuse destination. Chapitre 2. Une lettre inattendue. Voici le texte de la lettre reçue par Richard Shandon 8 mois auparavant. 2 août 1859. Monsieur Richard Shandon, Liverpool. Monsieur, la présente a pour but de vous donner avis d'une remise de 16 000 livres sterling qui a été faite entre les mains de maître Macuar & Co., banquier à Liverpool. 6 juin, une série de mandats signés de moi qui vous permettront de disposer sur l'édit maître Macuar jusqu'à concurrence des 16 000 livres subventionnés. Vous ne me connaissez pas, peu importe, je vous connais, là est l'important. Je vous offre la place de second à bord du brick le Forward pour une campagne qui peut être longue et périlleuse. Sinon, rien de fait. Si oui, 500 livres vous seront alloués comme traitement et à l'expiration de chaque année, pendant toute la durée de la campagne, vos appointements seront augmentés d'un 10e. Le brick le Forward n'existe pas. Vous aurez à le faire construire de façon qu'il puisse prendre la mer dans les premiers jours d'avril 1860 au plus tard. 6 juin, un plan détaillé avec devis. Vous vous y conformerez scrupuleusement. Le navire sera construit dans les chantiers de messieurs Scott & Co. qui régleront avec vous. Je vous recommande particulièrement l'équipage du Forward. Il sera composé d'un capitaine, moi, d'un second, vous, d'un 3e officier, d'un maître d'équipage, de 2 ingénieurs, d'un icemeister, de 8 matelots et de 2 chauffeurs. En tout 18 hommes, en y comprenant le docteur Claybony de cette ville, qui se présentera à vous en temps opportun. Il conviendra que les gens appelés à faire la campagne du Forward soient anglais, libres, sans famille, célibataires, sobres, car l'usage des spiritueux et de la bière même ne sera pas toléré à bord. Prêts à tout entreprendre, comme à tout supporter. Vous les choisirez de préférence doués d'une constitution sanguine, et par cela même portant en eux à un plus haut degré le principe générateur de la chaleur animale. Vous leur offrirez une paye quintuple de leur paye habituelle, avec un accroissement d'un 10e pour chaque année de service. À la fin de la campagne, 500 livres seront assurés à chacun d'eux, et 2000 livres réservés à vous-même. Ces fonds seront faits chez monsieur Macuar & Co., déjà nommé. Cette campagne sera longue et pénible, mais honorable. Vous n'avez donc pas à hésiter, monsieur Shandon. Réponse, poste restante à Göteborg, en Suède, aux initiales KZ. Postscriptum. Vous recevrez le 15 février prochain un chien, grand danois à lèvres pendantes, d'un fauve noirâtre, rayé transversalement de bandes noires. Vous l'installerez à bord, et vous le ferez nourrir de pain d'orge mélangé avec du bouillon de pain de suif. Vous accuserez réception du dit chien à Livourne, en Italie. Mêmes initiales que ci-dessus. Le capitaine du Forward se présentera et se fera reconnaître en temps utile. Au moment du départ, vous recevrez de nouvelles instructions. Le capitaine du Forward, KZ. Chapitre 3. Le docteur Claybony. Richard Shandon était un bon marin. Il avait longtemps commandé les baleiniers dans les mers arctiques, avec une réputation solidement établie dans tout le Lancastre. Une pareille lettre pouvait à bon droit l'étonner. Il s'étonna donc, mais avec le sang-froid d'un homme qui en a vu d'autres. Il se trouvait d'ailleurs dans les conditions voulues. Pas de femme, pas d'enfants, pas de parents. Un homme libre s'il en fut. Donc n'ayant personne à consulter, il se rendit tout droit chez messieurs et maître Macuar & Co., banquier. Si l'argent est là, se dit-il, le reste va tout seul. Il fut reçu dans la maison de banque avec les égards dus à un homme que 16 000 livres attendent tranquillement dans une caisse. Ce point vérifié, Shandon se fit donner une feuille de papier blanc, et de sa grosse écriture de marin,
il envoya son acceptation à l'adresse indiquée. Le jour même, il se mit en rapport avec les constructeurs de Breckenridge, et 24 heures après, la quille du Forward s'allongeait déjà sur les tins du chantier. Richard Chandon était un garçon d'une quarantaine d'années, robuste, énergique et brave, 3 qualités pour un marin, car elles donnent la confiance, la vigueur et le sang-froid. On lui reconnaissait aussi un caractère jaloux et difficile. Aussi ne fut-il jamais aimé de ses matelots, mais craint. Cette réputation n'allait pas, d'ailleurs, jusqu'à rendre laborieuse la composition de son équipage, car on le savait habile à se tirer d'affaire. Chandon, craignant que le côté mystérieux de l'entreprise fût de nature à gêner ses mouvements. Aussi, se dit-il, le mieux est de ne rien ébruiter. Il y aura de ces chiens de mer qui voudraient connaître le parce que et le pourquoi de l'affaire, et comme je ne sais rien, je serai fort empêché de leur répondre. Ce K.Z. est à coup sûr un drôle de particulier, mais au bout du compte, il me connaît, il compte sur moi, cela suffit. Quant à son navire, il sera joliment tourné, et je ne m'appelle pas Richard Chandon s'il n'est pas destiné à fréquenter les mers glaciales. Mais gardons cela pour moi et mes officiers. Sur ce, Chandon s'occupa de recruter son équipage en se tenant dans les conditions de famille et de santé exigées par le capitaine. Il connaissait un brave garçon, très dévoué, bon marin, du nom de James Wall. Ce Wall pouvait avoir 30 ans et n'en était pas à son premier voyage dans les mers du Nord. Chandon lui proposa la place de 3e officier et James Wall accepta les yeux fermés. Il ne demandait qu'à naviguer et aimait beaucoup son état. Chandon lui conta l'affaire en détail, ainsi qu'à un certain Johnson, dont il fit son maître d'équipage. Au petit bonheur, répondit James Hall, autant cela qu'autre chose. Si c'est pour chercher le passage du nord-ouest, il y en a qui reviennent. Pas toujours, répondit maître Johnson. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour n'y point aller. D'ailleurs, si nous ne nous trompons pas dans nos conjectures, reprit Shandon, il faut avouer que ce voyage s'entreprend dans de bonnes conditions. Ce sera un fin navire, ce Forward, et muni d'une bonne machine, il pourra aller loin. 18 hommes d'équipage, c'est tout ce qu'il nous faut. 18 hommes, répliqua maître Johnson, autant que l'américain Kane en avait à bord quand il a fait la fameuse pointe vers le nord. C'est toujours singulier, reprit Wall, qu'un particulier tente encore de traverser la mer du détroit de Davis au détroit de Bering. Les expéditions envoyées à la recherche de l'amiral Franklin ont déjà coûté plus de 760 000 livres à l'Angleterre, sans produire aucun résultat pratique. Qui diable peut encore risquer sa fortune dans une entreprise pareille? D'abord, James, reprit Chandon, nous raisonnons sur une simple hypothèse. Irons-nous véritablement dans les mers boréales ou australes? Je l'ignore. Il s'agit peut-être de quelque nouvelle découverte à tenter. Au surplus, il doit se présenter un jour ou l'autre un certain docteur Claybonny, qui en sera sans doute plus long, et sera chargé de nous instruire. Nous verrons bien. Attendons alors, dit maître Johnson. Pour ma part, je vais me mettre en quête de solides sujets, commandant. Et quant à leur principe de chaleur animale, comme dit le capitaine, je vous le garantis d'avance. Vous pouvez vous en reporter à moi. Ce Johnson était un homme précieux. Il connaissait la navigation des hautes latitudes. Il se trouvait en qualité de quartier-maître à bord du Phoenix, qui fit partie des expéditions envoyées en 1853 à la recherche de Franklin. Ce brave marin fut même témoin de la mort du lieutenant français Belot, qui accompagnait dans son excursion à travers les glaces. Johnson connaissait le personnel maritime de Liverpool et se mit immédiatement en campagne pour recruter son monde. Chandon, Wall et lui firent si bien que dans les premiers jours de décembre, leurs hommes se trouvaient au complet. Mais ce ne fut pas sans difficulté. Beaucoup se sentaient alléchés par l'appât de la haute paye que l'avenir de l'expédition effrayait, et plus d'un s'engagea résolument, qui vint plus tard rendre sa parole et ses acomptes, dissuadé par ses amis de tenter une pareille entreprise. Chacun d'ailleurs essayait de percer le mystère, et pressait de questions le commandant Richard. Celui-ci les renvoyait à maître Johnson. « Que veux-tu que je te dise, mon ami ?» répondait invariablement ce dernier. « Je n'en sais pas plus long que toi. En tout cas, tu seras en bonne compagnie avec des lurons qui ne bronchent pas. C'est quelque chose, cela. Ainsi donc, pas tant de réflexion. C'est à prendre ou à laisser. » Et la plupart prenaient. « Tu comprends bien, ajoutait parfois le maître d'équipage, que je n'ai que l'embarras du choix. Une haute paye, comme on n'en a jamais vu de mémoire de marin, avec la certitude de trouver un joli capital au retour. Il y a là de quoi allécher. » Le fait est, répondaient les matelots, que cela est fort tentant. De l'aisance jusqu'à la fin de ses jours. Je ne te dissimulerai point, reprenait Johnson, que la campagne sera longue, pénible, périlleuse. Cela est formellement dit dans nos instructions. Ainsi, il faut bien savoir à quoi on s'engage. Très probablement à tenter tout ce qui est humainement possible de faire, et peut-être même plus encore.
Donc si tu ne t'en sens pas un cœur hardi, un tempérament à toute épreuve, si tu n'as pas le diable au corps, si tu ne te dis pas que tu as 20 chances contre une d'y rester, si tu tiens en un mot à laisser ta peau dans un endroit plutôt que dans un autre, ici de préférence à là-bas, alors tourne les talons et cède ta place à un plus hardi compère. Mais au moins, maître Johnson, reprenait le matelot poussé au mur, au moins vous connaissez le capitaine. Le capitaine, c'est Richard Chandon, l'ami, jusqu'à ce qu'il s'en présente un autre. Or, il faut le dire, c'était bien la pensée du commandant. Il se laissait facilement aller à cette idée qu'au dernier moment il recevrait des instructions précises sur le but du voyage et qu'il demeurerait chef à bord du Forward. Il se plaisait même à répandre cette opinion, soit en causant avec ses officiers, soit en suivant les travaux de construction du brick, dont les premières levées se dressaient sur les chantiers du Birkenhead comme les côtes d'une baleine renversée. Chandon et Johnson s'étaient strictement conformés à la recommandation touchant la santé des gens de l'équipage. Ceux-ci avaient une mine rassurante, et ils possédaient un principe de chaleur capable de chauffer la machine du Forward. Leurs membres élastiques, leur teint clair et fleuri les rendaient propres à réagir contre des froids intenses. C'étaient des hommes confiants et résolus, énergiques, solidement constitués. Ils ne jouissaient pas tous d'une vigueur égale. Chandon avait même hésité à prendre quelques-uns d'entre eux, tels que les matelots Gripper et Gary, et le harponneur Simpson, qui lui semblait un peu maigre. Mais, au demeurant, la charpente était bonne, le cœur chaud, et leur admission fut signée. Tout cet équipage appartenait à la même secte de la religion protestante. Dans ces longues campagnes, la prière en commun, la lecture de la Bible doit souvent réunir des esprits divers, et les relever aux heures de découragement. Peu importe donc qu'une dissidence ne puisse pas se produire, Chandon connaissait par expérience l'utilité de ces pratiques et leur influence sur le moral d'un équipage. Aussi sont-elles toujours employées à bord des navires qui vont hiverner dans les mers polaires. L'équipage, composé de Chandon et de ses officiers, s'occupèrent des approvisionnements. Ils suivirent strictement les instructions du capitaine, instructions nettes, précises, détaillées, dans lesquelles les moindres articles se trouvaient portés en qualité et en quantité. Grâce au mandat dont le commandant disposait, chaque article fut payé comptant, avec une bonification de 8% que Richard porta soigneusement au crédit de KZ. Équipage, approvisionnement, cargaison, tout se trouvait prêt en janvier 1860. Le Forward prenait déjà tournure. Chandon ne passait pas un jour sans se rendre à Birkenhead. Le 23 janvier, un matin, suivant son habitude, il se trouvait sur l'une de ces larges barques à vapeur qui ont un gouvernail à chaque extrémité pour éviter de virer de bord et font incessamment le service entre les deux rives de la Mersey. Il régnait alors un de ces brouillards habituels qui obligent les marins de la rivière à se diriger au moyen de boussoles, bien que leur trajet dure à peine 10 minutes. Cependant, quelque épais que fût ce brouillard, il ne put empêcher Chandon de voir un homme de petite taille, assez gros, la figure fine et réjouie, au regard aimable, qui s'avança vers lui, prit ses deux mains et les secoua avec une ardeur, une pétulance, une familiarité toute méridionale, eût dit un Français. Mais si ce personnage n'était pas du Midi, il l'avait échappé belle, il parlait, il gesticulait avec volubilité. Sa pensée devait à tout prix se faire jour dehors sous peine de faire éclater la machine. Ses yeux, petits comme des yeux de l'homme spirituel, sa bouche grande et mobile, étaient autant de soupapes de sûreté qui lui permettaient de donner passage à ce trop-plein de lui-même. Il parlait tant et si allègrement, il faut l'avouer, que Chandon n'y pouvait rien comprendre. Seulement, le second du Forward ne tarda pas à reconnaître ce petit homme qu'il n'avait jamais vu. Il se fit un éclair dans son esprit, et au moment où l'autre commençait à respirer, Shandon glissa rapidement ces paroles. « Docteur Claybonny ?»« Lui-même, en personne, commandant. Voilà près d'un demi-quart d'heure que je vous cherche, et je vous demande partout et à tous. Concevez-vous mon impatience? 5 minutes de plus et je perdais la tête. C'est donc vous, commandant Richard, vous existez réellement, vous n'êtes point un mythe. Votre main, que je la serre encore une fois dans la mienne. Oui, oui, c'est bien la main de Richard Chandon. Oh, il y a un commandant Richard, il existe un brick le Forward qu'il commande, et s'il le commande, il partira, et s'il part, il prendra le docteur Claybonny à son bord. Eh bien, oui, docteur, je suis Richard Chandon, il y a un brick le Forward, et il partira. C'est logique, répondit le docteur, après avoir fait une large provision d'air à expirer. C'est logique. Aussi, vous me voyez en joie. Je suis au comble de mes vœux, depuis longtemps j'attendais une pareille circonstance, et je désirais entreprendre un semblable voyage. Or, avec vous, commandant... Permettez, dit Chandon. Avec vous, reprit Claybonny, sans l'entendre, nous sommes sûrs d'aller loin, et de ne pas reculer d'une semelle. Mais, reprit Chandon, car vous avez fait vos preuves, commandant, et je connais vos états de service. Ah, vous êtes un fier marin.
si vous voulez bien. Non, je ne veux pas que votre audace, votre bravoure et votre habileté soient mises un instant en doute, même par vous. Le capitaine vous a choisi pour second, c'est un homme qui s'y connaît, et je vous en réponds. Mais il ne s'agit pas de cela, fit Chandon impatienté. Et de quoi s'agit-il donc? Ne me faites pas languir plus longtemps. Vous ne me laissez pas parler, que diable! Dites-moi, s'il vous plaît, docteur, comment vous avez été amené à faire partie de l'expédition du Forward? Mais par une digne lettre que voici, lettre d'un brave capitaine, très laconique, mais très suffisante. Et ce disant, le docteur tendit à Chandon une lettre ainsi conçue. Inverness, 22 janvier 1860. Au docteur Claybonny, Liverpool. Si le docteur Claybonny veut s'embarquer sur le Forward pour une longue campagne, il peut se présenter au commandant Richard Chandon, qui a reçu des instructions à son égard. Signé le capitaine du Forward, K.Z. Et la lettre est arrivée ce matin, et me voilà prêt à prendre pied à bord du Forward. Mais au moins, reprit Chandon, savez-vous, docteur, quel est le but de ce voyage? Pas le moins du monde, mais que m'importe, pourvu que j'aille quelque part. On dit que je suis un savant. On se trompe, commandant, je ne sais rien, et si j'ai publié quelques livres qui ne se vendent pas trop mal, j'ai eu tort. Le public est bien bon de les acheter. Je ne sais rien, vous dis-je, si ce n'est que je suis un ignorant. Or, on m'offre de compléter, ou pour mieux dire, de refaire mes connaissances en médecine, en chirurgie, en histoire, en géographie, en botanique, en minéralogie, en conchochilie, en géodésie, en chimie, en physique, en mécanique, en hydrographie, eh bien j'accepte, et je vous assure que je ne me fais pas prier. Alors, reprit Chandon désappointé, vous ne savez pas où ira le Forward. Si, commandant, il va là où il y a à apprendre, à découvrir, à s'instruire, à comparer, où se rencontrent d'autres mœurs, d'autres contrées, d'autres peuples à étudier dans l'exercice de leurs fonctions. Il va, en un mot, là où je ne suis pas jamais allé. Mais plus spécialement, s'écria Chandon. Plus spécialement, répliqua le docteur, j'ai entendu dire qu'il faisait voile vers les mers boréales. Eh bien, va pour le septentrion. Au moins, demanda Chandon, vous connaissez son capitaine? Pas le moins du monde, mais c'est un brave, vous pouvez m'en croire. Le commandant et le docteur étaient débarqués à Birkhead. Le premier mit le second au courant de la situation, et ce mystère enflamma l'imagination du docteur. La vue du brick lui causa des transports de joie. Depuis ce jour, il ne quitta plus Chandon et vint chaque matin faire sa visite à la coque du Forward. D'ailleurs, il fut spécialement chargé de surveiller l'installation de la pharmacie du bord. Car c'était un médecin, et même un bon médecin que ce Claybonny, mais peu pratiquant. À 25 ans docteur comme tout le monde, il fut un véritable savant à 40. Très connu de la ville entière, il devint membre influent de la Société littéraire et philosophique de Liverpool. Sa petite fortune lui permettait de distribuer quelques conseils qui n'en valaient pas moins pour être gratuits. Aimé comme doit l'être un homme éminemment aimable, il ne fit jamais de mal à personne, pas même à lui. Vif et bavard, si l'on veut, mais le cœur sur la main et la main dans celle de tout le monde. Lorsque le bruit de son intronisation à bord du Forward se répandit dans la ville, ses amis mirent tout en œuvre pour le retenir, ce qui l'enracina plus profondément dans son idée. Or, quand le docteur s'était enraciné quelque part, bien habile qu'il l'eût arraché. Depuis ces jours, les on-dit, les suppositions, les appréhensions allèrent croissant, mais cela n'empêcha pas le Forward d'être lancé le 5 février 1860. 2 mois plus tard, il était prêt à prendre la mer. Le 15 mars, comme l'annonçait la lettre du capitaine, un chien de race danoise fut expédié par le railway d'Édimbourg à Liverpool, à l'adresse de Richard Chandon. L'animal paraissait hargneux, fuyard et même un peu sinistre, avec un singulier regard. Le nom du Forward se lisait sur son collier de cuivre. Le commandant l'installa à bord le jour même et en accusa réception à Livourne aux initiales indiquées. Ainsi donc, sauf le capitaine, l'équipage du Forward était complet. Il se décomposait comme suit. Premier, K.Z. capitaine. Second, Richard Chandon commandant. Troisième, James Wall, troisième officier. Quatrième, le docteur Claybonny. Cinquième, Johnson, maître d'équipage. Sixième, Simpson, harponneur. Septième, Bell, charpentier. Huitième, Bruton, premier ingénieur. Neuvième, Plower, second ingénieur. Dixième, Strong, nègre, cuisinier. 11e Fokker, Icemeister. 12e Wolsten, armurier. 13e Bolton, matelot. 14e Gary, matelot. 15e Clifton, matelot. 16e Gripper, matelot. 17e Penn, matelot. 18e Warren, chauffeur. Chapitre 4 Dog Captain. Le jour du départ était arrivé avec le 5 avril. L'admission du docteur à bord rassurait un peu les esprits. Où le digne savant se proposait d'aller, on pouvait le suivre. Cependant, la plupart des matelots ne laissaient pas d'être inquiets
et Chandon, craignant que la désertion ne fît quelque vide à son bord, souhaitait vivement d'être en mer. Les côtes hors de vue, l'équipage en prendrait son parti. La cabine du docteur Claybonny était située au fond de la dunette, et elle occupait tout l'arrière du navire. Les cabines du capitaine et du second, placées en retour, prenaient vue sur le pont. Celle du capitaine resta hermétiquement close après avoir été garnie de divers instruments, de meubles, de vêtements de voyage, de livres, d'habits de rechange et d'ustensiles indiqués dans une note détaillée. Suivant la recommandation de l'inconnu, la clé de cette cabine fut adressée à Lubec. Il pouvait donc seul entrer chez lui. Ce détail contrariait Chandon et ôtait beaucoup de chance à son commandement en chef. Quant à sa propre cabine, il l'avait parfaitement appropriée aux besoins du voyage présumé, connaissant à fond les exigences d'une expédition polaire. La chambre du troisième officier était placée dans le faux pont. Il formait un vaste dortoir à usage des matelots. Les hommes s'y trouvaient fort à l'aise et ils eussent difficilement rencontré une installation aussi commode à bord de tout autre navire. On les soignait comme une cargaison de prix. Un vaste poêle occupait le milieu de la salle commune. Le docteur Claybonny était, lui, tout à son affaire. Il avait pris possession de sa cabine dès le 6 février, le lendemain même de la mise à l'eau du Forward. Le plus heureux des animaux, disait-il, serait un colimaçon qui pourrait se faire une coquille à son gré. Je vais tâcher d'être un colimaçon intelligent. Et, ma foi, pour une coquille qu'il ne devait pas quitter de longtemps, sa cabine prenait bonne tournure. Le docteur se donnait un plaisir de savant ou d'enfant à mettre en ordre son bagage scientifique. Ses livres, ses herbiers, ses casiers, ses instruments de précision, ses appareils de physique, sa collection de thermomètres, de baromètres, d'hygromètres, d'udomètres, de lunettes, de compas, de sextants, de cartes, de plans, de fioles, de poudre, de flacons de sa pharmacie de voyage très complète, tout cela se classait avec un ordre qui eût fait honte au British Museum. Cet espace de 6 pieds carrés contenait d'incalculables richesses. Le docteur n'avait qu'à étendre la main sans se déranger pour devenir instantanément un médecin, un mathématicien, un astronome, un géographe, un botaniste ou un conchylologue. Il faut l'avouer, il était fier de ses aménagements et heureux, dans son sanctuaire flottant, que 3 de ses plus maigres amis eussent suffi à remplir. Ceux-ci, d'ailleurs, y affluèrent bientôt avec une abondance qui devint gênante, même pour un homme aussi facile que le docteur, et à l'encontre de Socrate, il finit par dire « Ma maison est petite, mais plût au ciel qu'elle ne fût jamais pleine d'amis. » Pour compléter la description du Forward, il suffira de dire que la niche du grand chien danois était construite sous la fenêtre même de la cabine mystérieuse, mais son sauvage habitant préférait errer dans l'entrepont et la cale du navire. Il semblait impossible à apprivoiser, et personne n'avait eu raison de son naturel bizarre. On l'entendait, pendant la nuit surtout, pousser de lamentables hurlements qui résonnaient dans les cavités du bâtiment d'une façon sinistre. Était-ce regret de son maître absent? Était-ce instinct aux approches d'un périlleux voyage? Était-ce pressentiment des dangers à venir? Les matelots prononçaient pour ce dernier motif, et plus d'un en plaisantait, qui prenait sérieusement ce chien-là pour un animal d'espèce diabolique. Penn, homme fort brutal d'ailleurs, s'étant un jour élancé pour le frapper, tomba si malheureusement sur l'angle du cabestan qu'il s'ouvrit affreusement le crâne. On pense bien que cet accident fut mis sur la conscience du fantastique animal. Clifton, l'homme le plus superstitieux de l'équipage, fit aussi cette singulière remarque, que ce chien, lorsqu'il était sur la dunette, se promenait toujours du côté du vent. Et, plus tard, quand le brick fut en mer et courut déborder le surprenant animal changeait de place à chaque virement et se maintenait au vent comme l'eût fait le capitaine du Forward. Le docteur Claybonny, dont la douceur et les caresses auraient apprivoisé un tigre, essaya vainement de gagner les bonnes grâces de ce chien. Il y perdit son temps et ses avances. Cet animal d'ailleurs ne répondait à aucun des noms inscrits dans le calendrier synégétique. Aussi, les gens du bord finirent-ils par l'appeler Captain, car il paraissait parfaitement au courant des usages du bord. Ce chien-là avait évidemment navigué. On comprend dès lors la réponse plaisante du maître d'équipage à l'ami de Clifton, et comment cette supposition ne trouva pas beaucoup d'incrédules. Plus d'un la répétait en riant, qui s'attendait à voir le chien, reprenant un beau jour sa forme humaine, commander la manœuvre d'une voix retentissante. Si Richard Shandon ne ressentait pas de pareille appréhension, il n'était pas sans inquiétude, et la veille du départ, le 5 avril au soir, il s'entretenait sur le sujet avec le docteur Wall et maître Johnson dans le carré de la dunette. Ces 4 personnages dégustaient alors un 10e grog, leur dernier sans doute, car suivant les prescriptions de la lettre d'Underben, tous les hommes de l'équipage, depuis le capitaine jusqu'au chauffeur,
était teetotaler, c'est-à-dire qu'il ne trouverait à bord ni vin, ni bière, ni spiritueux, si ce n'est en cas de maladie, et par ordonnance du docteur. Or, depuis 1 heure, la conversation roulait sur le départ. Si les instructions du capitaine se réalisaient jusqu'au bout, Chandon devait le lendemain même recevoir une lettre renfermant ses derniers ordres. Si cette lettre, disait le commandant, ne m'indique pas le nom du capitaine, elle doit au moins nous apprendre la destination du bâtiment. Sans cela, où le diriger? Ma foi, répondait l'impatient docteur, à votre place, Chandon, je partirais même sans lettre. Elle saurait bien courir après nous, je vous en réponds. Vous ne doutez de rien, docteur, mais vers quel point du globe feriez-vous voile, s'il vous plaît? Vers le pôle Nord, évidemment, cela va sans dire, il n'y a pas de doute possible. Pas de doute possible, répliqua Wall. Et pourquoi pas le pôle Sud? Le pôle Sud, s'écria le docteur. Jamais. Est-ce que le capitaine aurait eu l'idée d'exposer un brick à la traversée de tout l'Atlantique? Prenez donc la peine d'y réfléchir, mon cher Wall. Le docteur a la réponse à tout, répondit ce dernier. Va pour le nord, reprit Chandon. Mais dites-moi, docteur, est-ce au Spitzberg? Est-ce au Groenland? Est-ce au Labrador? Est-ce à la baie d'Hudson? Si les routes aboutissent toutes au même but, c'est-à-dire à la banquise infranchissable, elles n'en sont pas moins nombreuses, et je serais fort embarrassé de me décider pour l'une ou pour l'autre. Avez-vous une réponse catégorique à me faire, docteur? Non, répondit celui-ci, vexé de n'avoir rien à dire. Mais enfin, pour conclure, si vous ne recevez pas de lettre, que ferez-vous? Je ne ferai rien, j'attendrai. Vous ne partirez pas? S'écria Claybonny en agitant son verre avec désespoir. Non, certes. C'est le plus sage, répondit doucement maître Johnson, tandis que le docteur se promenait autour de la table, car il ne pouvait tenir en place. Oui, c'est le plus sage. C'est cependant une trop longue attente, et elle peut avoir des conséquences fâcheuses. D'abord, la saison est bonne, et si le nord il y a, nous devons profiter de la débâcle pour franchir le détroit de Davis. En outre, l'équipage s'inquiète de plus en plus. Les amis et les camarades de nos hommes les poussent à quitter le Forward, et leur influence pourrait nous jouer un mauvais tour. Il faut ajouter, reprit James Wall, que si la panique se mettait parmi nos matelots, ils déserteraient jusqu'au dernier, et je ne sais pas, commandant, si vous parviendriez à recomposer votre équipage. Mais que faire? S'écria Shandon. Ce que vous avez dit, répliqua le docteur. Attendre. Mais attendre jusqu'à demain avant de désespérer. Les promesses du capitaine se sont accomplies jusqu'ici avec une régularité de bon augure. Il n'y a donc aucune raison de croire que nous ne serons pas avertis de notre destination en temps utile. Je ne doute pas un seul instant que demain nous ne naviguions en pleine mer d'Irlande. Aussi, mes amis, je propose un dernier grog à notre heureux voyage. Il commence d'une façon un peu inexplicable, mais avec des marins comme vous, il y a 1000 chances pour bien finir. Et tous les quatre, ils trinquèrent une dernière fois. Maintenant, commandant, reprit maître Johnson, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tout préparer pour le départ. Il faut que l'équipage vous croie certain de votre fait. Demain, qu'il arrive une lettre ou non, appareillez, n'allumez pas vos fourneaux, le vent a l'air de bien tenir. Rien ne sera plus facile que de descendre au grand large, que le pilote monte à bord à l'heure de la marée. Sortez des docks, allez mouiller au-delà de la pointe de Birkenhead. Nos hommes n'auront plus aucune communication avec la terre, et si cette lettre diabolique arrive enfin, elle nous trouvera là comme ailleurs. Bien parlé, mon brave Johnson, fit le docteur, en tendant la main vers le vieux marin. Va comme il est dit, répondit Chandon. Chacun, alors, regagna sa cabine et attendit dans un sommeil agité le lever du soleil. Le lendemain, les premières distributions de lettres avaient eu lieu dans la ville, et pas une ne portait l'adresse du commandant Richard Chandon. Néanmoins, celui-ci fit ses préparatifs de départ. Le bruit s'en répandit immédiatement dans Liverpool, et comme on l'a vu, une affluence extraordinaire de spectateurs se précipita sur les quais de New Prince Dock. Beaucoup d'entre eux vinrent à bord du brick, qui pour embrasser une dernière fois un camarade, qui pour dissuader un ami, qui pour jeter un regard sur ce navire étrange, qui pour connaître enfin le but du voyage, et l'on murmurait à voir le commandant plus taciturne et plus réservé que jamais. Il avait bien ses raisons pour cela. 10 heures sonnèrent, 11 heures même. Le flot devait tomber vers 1 heure de l'après-midi. Chandon, du haut de la dunette, jetait un coup d'œil inquiet à la foule, cherchant à surprendre le secret de sa destinée sur un visage quelconque, mais en vain. Les matelots du Forward exécutaient silencieusement ses ordres, et ne le perdant pas des yeux, attendant toujours une communication qui ne se faisait pas. Maître Johnson terminait les préparatifs de l'appareillage. Le temps était couvert, et sa houle très forte en dehors des bassins. Il ventait du sud-est avec une certaine violence, mais on pouvait facilement sortir de la Mersey. À midi, rien encore. Le docteur Claybonny se promenait avec agitation, lorgnant, gesticulant.
impatient de la mer, comme il disait avec une certaine élégance latine. Il se sentait ému, quoi qu'il pût faire. Chandon se mordait les lèvres jusqu'au sang. En ce moment, Johnson s'approcha et lui dit « Commandant, si nous voulons profiter du flot, il ne faut pas perdre de temps. Nous ne serons pas dégagés des docks avant une bonne heure. » Chandon jeta un dernier regard autour de lui, consulta sa montre. L'heure de la levée de midi était passée. « Allez, dit-il à son maître d'équipage. En route, vous autres, cria celui-ci en ordonnant aux spectateurs de vider le pont du Forward. Il se fit alors un certain mouvement dans la foule qui se portait à la coupée du navire pour regagner le quai, tandis que les gens du brick détachaient les dernières amarres. Or la confusion inévitable de ces curieux que les matelots repoussaient sans beaucoup d'égard fut encore accrue par les hurlements du chien. Cet animal s'élança tout d'un coup du gaillard d'avant à travers la masse compacte des visiteurs. Il aboyait d'une voix sourde. On s'écarta devant lui, il sauta sur la dunette et, chose incroyable, mais que 1000 témoins ont pu constater, ce dog captain tenait une lettre entre ses dents. « Une lettre !» s'écria Chandon. « Mais il est donc à bord !»« Il y était sans doute, mais il n'y est plus, » répondit Johnson en montrant le pont complètement nettoyé de cette foule incommode. « Captain, captain, ici !» s'écriait le docteur en essayant de prendre la lettre que le chien écartait de sa main par des bonds violents. Il semblait ne vouloir remettre son message qu'à Chandon lui-même. « Ici, capitaine !» fit ce dernier. Le chien s'approcha. Chandon prit la lettre sans difficulté, et Captain fit alors entendre 3 aboiements, clairs, au milieu du silence profond qui régnait à bord et sur les quais. Chandon tenait la lettre sans l'ouvrir. « Mais lisez donc, s'écria le docteur. Chandon regarda. L'adresse sans date et sans indication de lieu comportait seulement « Au commandant Richard Chandon, à bord du brick, le Forward ». Chandon ouvrit la lettre et lut. « Vous vous dirigerez vers le cap Farewell. Vous l'atteindrez le 20 avril. Si le capitaine ne paraît pas à bord, vous franchirez le détroit de Davis et vous remonterez la mer de Baffin jusqu'à la baie de Melville. Signé le capitaine du Forward, K.Z. » Chandon plia soigneusement cette lettre laconique, la mit dans sa poche et donna l'ordre du départ. Sa voix, qui retentit seule au milieu des sifflements du vent d'est, avait quelque chose de solennel. Bientôt, le Forward fut hors des bassins et dirigé par un pilote de Liverpool dont le petit cotre suivait à distance. Il prit le courant de la Mersey. La foule se précipita sur le quai extérieur qui longe les docks de Victoria afin d'entrevoir une dernière fois ce navire étrange. Les 2 huniers, la misaine et la brigantine furent rapidement établis et, sous cette voilure, le Forward digne de son nom, après avoir contourné la pointe de Birkenhead, tourna à toute vitesse dans la mer d'Irlande. Chapitre 5 – La pleine mer. Le vent, inégal mais favorable, précipitait avec force ses rafales d'avril. Le Forward fendait la mer rapidement et son hélice rendue folle n'opposait aucun obstacle à sa marche. Vers les 3 heures, il croisa le bateau à vapeur qui fait le service entre Liverpool et l'île de Man et qui porte les 3 jambes de Sicile écartelées sur ses tambours. Le capitaine le héla de son bord. Dernier adieu qu'il fut donné d'entendre à l'équipage du Forward. À 5 heures, le pilote remettait à Richard Chandon le commandement du navire et regagnait son cotre qui, virant au plus près, disparut bientôt dans le sud-ouest. Vers le soir, le brick doubla le calfe du Mans, à l'extrémité méridionale de l'île de ce nom. Pendant la nuit, la mer fut très houleuse. Le Forward se comporta bien, laissant la pointe d'Aïr par le nord-ouest et se dirigeant vers le canal du Nord. Johnson avait raison. En mer, l'instinct maritime des matelots reprenait le dessus. À voir la bonté du bâtiment, ils oubliaient l'étrangeté de la situation. La vie du bord s'établit régulièrement. Le docteur aspirait avec ivresse le vent de la mer. Il se promenait vigoureusement dans les rafales et, pour un savant, il avait le pied assez marin. « C'est une belle chose que la mer, dit-il à maître Johnson en remontant sur le pont après le déjeuner. Je fais connaissance un peu tard avec elle, mais je me rattraperai. Vous avez raison, monsieur Claybonny, je donnerais tous les continents du monde pour un bout d'océan. On prétend que les marins se fatiguent vite de leur métier. Voilà 40 ans que je navigue, et je m'y plais comme au premier jour. Quelle jouissance vraie de se sentir un bon navire sous les pieds, et, si j'en juge bien, le Forward se conduit gaillardement. Vous jugez bien, docteur, répondit Chandon qui rejoignit les 2 interlocuteurs. C'est un bon bâtiment, et j'avoue que jamais navire destiné à une navigation dans les glaces n'aura été mieux pourvu et mieux équipé. Cela me rappelle qu'il y a 30 ans passés, le capitaine James Ross, allant chercher le passage du Nord-Ouest, montait la Victoire, dit vivement le docteur, brick d'un tonnage d'à peu près égal au nôtre, également muni d'une machine à vapeur. Comment? Vous savez cela?
Jugez-en, repartit le docteur. Alors, les machines étaient encore dans l'enfance de l'art, et celle de la Victoire lui causa plus d'un retard préjudiciable. Le capitaine James Ross, après l'avoir réparée vainement pièce par pièce, finit par la démonter et l'abandonna à son premier hivernage. Diable, fit Chandon, vous êtes au courant, je le vois. Que voulez-vous, reprit le docteur, à force de lire. J'ai lu des ouvrages de Paris, de Ross, de Franklin, les rapports de McClure, de Kennedy, de Kane, de McClintock. Il m'en est resté quelque chose. J'ajouterais même que ce McClintock, à bord du Fox, brick à l'hélice dans le même genre que le nôtre, est allé plus facilement et plus directement à son but que tous ses devanciers. Cela est parfaitement vrai, répondit Shandon. C'est un hardi marin que ce McClintock. Je l'ai vu à l'œuvre. Vous pouvez ajouter que, comme lui, nous trouverons dès le mois d'avril dans le détroit de Davis. Et si nous parvenons à franchir les glaces, notre voyage sera considérablement avancé. À moins, repartit le docteur, qu'il ne nous arrive comme au Fox en 1857 d'être pris dès la première année par les glaces du nord de la mer de Baffin et d'hiverner au milieu de la banquise. Il faut espérer que nous serons plus heureux, monsieur Chandon, répondit maître Johnson. Et si, avec un bâtiment comme le Forward, on ne va pas où l'on veut, il faut y renoncer à jamais. D'ailleurs, reprit le docteur, si le capitaine est à bord, il saura mieux que nous ce qu'il faudra faire, et d'autant plus que nous l'ignorons complètement, car sa lettre singulièrement laconique ne nous permet pas de deviner le but du voyage. C'est déjà beaucoup, répondit Shandon assez vivement, de connaître la route à suivre, et maintenant, pendant un bon mois, j'imagine, nous pouvons nous passer de l'intervention surnaturelle de cet inconnu et de ses instructions. D'ailleurs, vous savez mon opinion sur son compte. Eh, fit le docteur, je croyais comme vous que cet homme vous laisserait le commandement du navire et ne viendrait jamais à bord, mais, répliqua Chandon avec une certaine contrariété, mais depuis l'arrivée de la seconde lettre, j'ai dû modifier mes idées à cet égard. Et pourquoi cela, docteur? Parce que si cette lettre vous indique la route à suivre, elle ne vous fait pas connaître la destination du Forward. Or, il faut bien savoir où l'on va. Le moyen, je vous le demande, qu'une troisième lettre vous parvienne, puisque nous voilà en pleine mer. Sur les terres du Groenland, le service de la poste doit laisser à désirer. Voyez-vous, Shandon, j'imagine que ce gaillard-là nous attend dans quelque établissement danois, à Ostenborg ou à Upernavik. Il aura été là compléter sa cargaison de peaux de phoque, acheter des traîneaux et des chiens, en un mot, réunir tout l'attirail que comporte un voyage dans les mers arctiques. Je serais donc peu surpris de le voir un beau matin sortir de sa cabine et commander la manœuvre de la façon la moins surnaturelle du monde. Possible, répondit Shandon d'un ton sec. Mais en attendant, le vent fraîchit, et il n'est pas prudent de risquer ses perroquets par un temps pareil. Chandon quitta le docteur et donna l'ordre de carguer les voiles hautes. Il y tient, dit le docteur au maître d'équipage. Oui, répondit ce dernier, cela est fâcheux, car vous pourriez bien avoir raison, monsieur Claybonny. Le samedi, vers le soir, le Forward doubla le mule de Galloway, dont le phare fut relevé dans le nord-est. Pendant la nuit, on laissa le mule de Cantyre au nord, et à l'est le cap Fair, sur la côte d'Irlande. Vers les 3 heures du matin, le brick, prolongeant l'île de Rathlin sur sa hanche de tribord, déboucha par le canal du Nord dans l'océan. C'était le dimanche 8 avril. Les Anglais, et surtout les matelots, sont fort observateurs de ce jour. Aussi, la lecture de la Bible, dont le docteur se chargea volontiers, occupa une partie de la matinée. Le vent tournait alors à l'ouragan et tendait de rejeter le brick sur la côte d'Irlande. Les vagues furent très fortes et le roulis très dur. Si le docteur n'eut pas le mal de mer, c'est qu'il ne le voulut pas, car rien n'était plus facile. À midi, le cap Malinhead disparaissait dans le sud. Ce fut la dernière terre d'Europe que ces hardis marins durent s'apercevoir, et plus d'un la regarda longtemps, qui, sans doute, ne devait jamais la revoir. La latitude, par observation, était alors de 55° 57', et la longitude, d'après les chronomètres, 7° 40'. L'ouragan se calma dès les 9 heures du soir. Le Forward, bon voilier, maintint sa route au nord-ouest. On put juger pendant cette journée de ses qualités marines. Suivant la remarque des connaisseurs de Liverpool, c'était avant tout un navire à voile. Pendant les jours suivants, le Forward gagna rapidement dans le nord-ouest, le vent passa dans le sud et la mer fut prise d'une grosse houle. Le brick naviguait alors sous la pleine voilure. Quelques pétrels et des puffins vinrent voltiger au-dessus de la dunette. Le docteur tua fort adroitement l'un de ces derniers qui tomba heureusement à bord. Simpson, le harponneur, s'en empara et le rapporta à son propriétaire. Un vilain gibier, monsieur Claybonny, dit-il, qui fera un excellent repas, au contraire, mon ami. Quoi, vous allez manger cela? Et vous en goûterez, mon brave, fit le docteur en riant. Pouah, répliqua Simpson, mais c'est huileux et rance comme tous les oiseaux de mer. Bon, répliqua le docteur, j'ai une manière bien à moi d'accommoder ce gibier-là,
et si vous le reconnaissez après pour un oiseau de mer, je consens à ne plus en tuer un seul de ma vie. Vous êtes donc cuisinier, monsieur Claybonny, demanda Johnson. Un savant doit savoir faire un peu de tout. Alors défie-toi, Simpson, répondit le maître d'équipage. Le docteur est un habile homme, et il va nous faire prendre ce Puffin pour une gousse du meilleur goût. Le fait est que le docteur eut complètement raison de son volatile. Il enleva habilement la graisse qui est située tout entière sous la peau, principalement sur les hanches, et avec elle disparut cette rancidité et cette odeur de poisson dont on a parfaitement le droit de se plaindre dans un oiseau. Ainsi préparé, le Puffin fut déclaré excellent par Simpson lui-même. Pendant le dernier ouragan, Richard Chandon s'était rendu compte des qualités de son équipage. Il avait analysé ses hommes, un à un, comme doit le faire tout commandant qui veut parer aux dangers de l'avenir. Il savait sur quoi compter. James Wall, officier tout dévoué à Richard, comprenait bien, exécutait bien, mais il pouvait manquer d'initiative. Au troisième rang, il se trouvait à sa place. Johnson, rompu aux luttes de la mer, et vieux routier de l'océan Arctique, n'avait rien à apprendre en fait de sang-froid et d'audace. Simpson, le harconneur, et Bell, le charpentier, étaient des hommes sûrs, esclaves du devoir et de la discipline. L'Icemeister Fokker, marin d'expérience, élevé à l'école de Johnson, devait rendre d'importants services. Les autres matelots, Gary et Bolton, semblaient être les meilleurs. Bolton, une sorte de loustic, gai et causeur. Gary, un garçon de 35 ans, à la figure énergique, mais un peu pâle et triste. Les trois matelots, Clifton, Gripper et Penn, semblaient moins ardents et moins résolus. Ils murmuraient volontiers. Gripper même avait voulu rompre son engagement au départ du Forward. Une sorte de honte le retint à bord. Si les choses marchaient bien, il n'y avait pas trop de danger à courir ni trop de manœuvres à exécuter, on pouvait compter sur ces trois hommes. Mais il leur fallait une nourriture substantielle, car on peut dire qu'ils avaient le cœur au ventre. Quoique prévenus, ils s'accommodaient assez mal d'être Tit ou Taylor, et à l'heure du repas, ils regrettaient le brandy ou le gin. Ils se rattrapaient cependant sur le café ou le thé distribué à bord avec une certaine prodigalité. Quant aux deux ingénieurs, Bruton et Plower, et au chauffeur Warren, ils s'étaient contentés jusqu'ici de se croiser les bras. Shandon savait donc à quoi s'en tenir sur le compte de chacun. Le 14 avril, le Forward vint à couper le grand courant du Gulf Stream, qui, après avoir remonté le long de la côte orientale de l'Amérique jusqu'au banc de Terre-Neuve, s'incline vers le nord-est et prolonge les rivages de la Norvège. On se trouvait alors par 51° 37 de latitude et 22° 58 de longitude à 200 milles de la pointe de Groenland. Le temps se refroidit. Le thermomètre descendit à 32° Fahrenheit, 0°C, c'est-à-dire au point de congélation. Le docteur, sans prendre encore le vêtement des hivers arctiques, avait revêtu son costume de mer, à l'instar des matelots et des officiers. Il faisait plaisir à voir, avec ses hautes bottes dans lesquelles il descendait tout d'un bloc, son vaste chapeau de toile huilé, un pantalon et une jaquette de la même étoffe. Par les fortes pluies et les larges vagues que le brick embarquait, le docteur ressemblait à une sorte d'animal marin, comparaison qui ne lassait pas d'exciter sa fierté. Pendant 2 jours, la mer fut extrêmement mauvaise. Le vent tourna vers le nord-ouest et retarda la marche du Forward. Du 14 au 16 avril, la houle demeura très forte. Mais le lundi, il survint une violente averse qui eut pour résultat de calmer la mer presque immédiatement. Chandon fit observer cette particularité au docteur. Eh bien, répondit ce dernier, cela confirme les curieuses observations du baleinier Scoresby, qui fait partie de la Société royale d'Édimbourg, dont j'ai l'honneur d'être un membre correspondant. Vous voyez que pendant la pluie, les vagues sont peu sensibles, même sous l'influence d'un vent violent. Au contraire, avec un vent sec, la mer serait plus agitée par une brise pourtant moins forte. Mais comment explique-t-on ce phénomène, docteur? C'est bien simple, on ne l'explique pas. En ce moment, l'Icemeister, qui faisait son quart dans les barres de perroquet, signala une masse flottante par tribord à une quinzaine de milles sous le vent. Une montagne de glace dans ces parages, s'écria le docteur. Chandon braqua sa lunette dans la direction indiquée et confirma l'annonce du pilote. Voilà qui est curieux, dit le docteur. Cela vous étonne? Fit le commandant en riant. Comment, nous serions assez heureux pour trouver quelque chose qui vous étonnât? Cela m'étonne sans m'étonner, répondit en souriant le docteur, puisque le brick Anne de Poule de Greenspond fut pris en 1813 dans de véritables champs de glace par le 44e degré de latitude nord, et que Damon, son capitaine, les compta par centaines. Bon, fit Chandon, vous avez encore à nous en apprendre là-dessus. Oh, peu de choses, répondit modestement l'aimable Claybonny, si ce n'est que l'on a trouvé des glaces sous des latitudes encore plus basses. Cela vous ne me l'apprenez pas, mon cher docteur, car, étant mousse à bord du sloop de guerre le Fly,
En 1818, continua le docteur, à la fin de mars, comme qui dirait avril, vous avez passé entre deux grandes îles de glace flottantes par le 42e degré de latitude. Ah, c'est trop fort, s'écria Chandon. Mais c'est vrai. Je n'ai donc pas lieu de m'étonner, puisque nous sommes 2 degrés plus au nord, de rencontrer une montagne flottante en travers du Forward. Vous êtes un puits, docteur, répondit le commandant, et avec vous, il n'y a qu'à tirer le seau. Bon, je tarirai plus vite que vous ne le pensez. Et maintenant, si nous pouvons observer de près ce curieux phénomène, Chandon, je serai le plus heureux des docteurs. Justement, Johnson, fit Chandon en appelant son maître d'équipage, la brise, il me semble, a tendance à fraîchir. Oui, commandant, répondit Johnson, nous gagnons peu et les courants du détroit de Davis vont bientôt se faire sentir. Vous avez raison, Johnson, et si nous voulons être le 20 avril en vue du cap Farewell, il faut marcher à la vapeur ou bien nous serons jetés sur les côtes du Labrador. Monsieur Wall, veuillez donner l'ordre d'allumer les fourneaux. Les ordres du commandant furent exécutés. 1 heure après, la vapeur avait acquis une pression suffisante, les voiles furent serrées, et l'hélice, tordant les flots sous les branches, poussa violemment le Forward contre le vent du nord-ouest. Chapitre 6, ça sera pour la prochaine fois, les amis. On est déjà à 1 heure de lire.